Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de SaaS Maker. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Baptiste. Salut Baptiste. Bonjour Julien, bonjour la communauté. Et on va parler d'un sujet intéressant qui est le CI, tout ce qui est intégration continue, tout ce qui est CD, développement continu, etc. Et donc j'ai une question pour toi Baptiste. Est-ce que tu es plutôt team CI ou team fuck le CI? Alors fut une époque, j'étais testé c'est douté. C'est plus vraiment le cas maintenant. Je pense que je suis rentré de l'autre côté et je suis plutôt en mode tester c'est pas si mal. Ouais, en tout cas, tu définirais comment un CI pour quelqu'un qui a jamais entendu parler de ce terme? Bah, le CI c'est Continuous Integration. Je pense que pourquoi ça ce nom-là, c'est que faut s'imaginer à l'époque les grandes entreprises. Moi par exemple j'ai bossé chez Orange. Le terme d'intégration continue c'est compliqué, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait c'est des boîtes qui faisaient du logiciel pendant parfois un an de release. Et en fait, ils relisent un jour, et en fait, on se rend compte que ce qui a été développé, ça marche pas du tout en prod. Hmm. Et en fait, ce qui est génial aujourd'hui avec les outils modernes, et c'est les principes aussi de développement continu, d'intégration continue, c'est qu'en fait, tu peux pusher et t'assurer que ce que tu as fait, c'est conforme à ce qui est attendu et que ça devrait marcher en prod. D'accord, donc en fait c'est totalement compatible avec des modèles qui se veulent un peu agiles où on va du coup déployer peut-être plusieurs fois par Ouais, semaine et non plus voire faire des même releases, plusieurs fois par jour. ouais, plusieurs fois par jour. Nous, chez Crisp, on doit développer, pusher 10 fois par jour quelque chose en production et personne ne voit jamais rien. Pourquoi? Parce que bah, tout ça, on a pu tester en amont et on sait que le code qu'on envoie en prod, il fonctionne en fait. Ouais, donc ça veut dire que vous avez par exemple une sorte de staging qui permettrait de pouvoir, donc ça sera un événement qui serait avant la production, une sorte de serveur de test qui permettrait de pouvoir... Alors nous, on n'a pas ce système-là. En fait, on n'a pas de pseudo-prod qui serait en fait un staging. Par contre, ce qu'on a, c'est qu'on peut totalement développer en local comme si c'était la prod. Et qu'en fait, littéralement, toute la prod, elle est simulée très très bien et de manière hyper efficace en local. On a vraiment accès à tout et il n'y a rien qui existe en prod qu'on puisse répliquer en local. Ouais, j'avais une question d'ailleurs parce que c'est quand j'étais tombé sur ces stratégies de CI, il y a aussi, on entend souvent parler de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Ouais. Et tu définirais comment la différence entre les deux, s'il y a une différence? Il y a deux manières de voir le truc. Le continuous integration, le principe, c'est vraiment de s'assurer que ce qui a été développé est conforme avec la prod notamment. Et il y a un autre mécanisme, on va dire, qui est le principe de développer en continu des fonctionnalités. Et pour moi, c'est plutôt ce que tu disais qui se rapproche aux méthodes agiles, quoi. Ouais, c'est vraiment ce concept de pouvoir tester très vite pour pouvoir si quelque Ouais. chose fonctionne et Je, pouvoir réajuster à je du sais sol, que quoi. toi, maintenant, tu es pro-test et que tu testes tout, tout, tout. Ouais, je pense Plus que nous, d'ailleurs. on en avait déjà parlé dans un épisode, mais c'était que je vais même plus loin maintenant dans les tests. Il y a différents types de tests. Je pense qu'on peut prendre une minute pour les répertorier. On a tout ce qui est dans un premier temps les tests unitaires. Donc les Ouais. tests unitaires, ça va être des tests qu'on va faire sur des fonctions. Donc un bon exemple, c'est imaginons qu'on ait par exemple des packages qui contiendraient des helpers, donc ce sera des Ouais. fonctions de base. On va définir des tests pour tester chacune de ces fonctions-là et s'assurer que quand on envoie telle information en entrée, on va obtenir tel résultat en sortie. On a ensuite derrière des tests d'intégration. C'est une autre forme de test. Ça va être plutôt un test qui va viser à tester un assemblement de fonctions. C'est souvent sur les API par exemple. On va tester une route. C'est-à-dire que cette route d'API qu'on va appeler, on va vérifier qu'avec les bons paramètres, elle retourne bien en réponse tel type d'information. Et du coup, c'est une sorte d'imbrication de plusieurs fonctions, tu vois. Donc, parce que dans ta route, dans ton API, elle va appeler peut-être une fonction du modèle, etc. Donc, c'est un deuxième type de test. Et on a effectivement un troisième type de test qui serait les tests end-to-end, qui sont des tests faits essentiellement avec des outils comme Cypress, comme Puppeteer, Selenium, donc toute la ribambelle de browsers Ouais. qu'on peut Headless, simuler. quoi. Voilà. Ça, je trouve que c'est absolument génial de les faire. Et les environnements de CI sont cool pour ça parce que du coup, on peut imaginer un scénario où on va pusher du code sur GitHub ou même avant de déployer en production, par exemple, on va avoir tous ces tests qui vont se faire. Donc d'abord les tests de Ça prend des continu. screenshots? Alors, ça, c'est encore un autre type de test. Tu parles des modèles un peu à la Storybook. Ben nous, on s'est rendu compte que on avait des petits soucis sur notre site, c'est qu'en fait, on a quand même des milliers de pages, des problèmes de responsive, des trucs qui marchent sur Chrome et Hmm. pas Firefox ou pire, Ouais. pas Safari. Et en fait, du coup, on utilise Percy, qui a été racheté par BrowserStack. Ah Tu sais, oui. BrowserStack, c'est un truc qui te permet de, tu sais, pendant 10 minutes de louer un device Android 4.4 et de tester ton site ou ton app, Ou ton navigateur. exactement, dans un navigateur qui est dans le cloud. Et ben en fait, Percy, c'est le même principe, mais pour une app
notamment un site internet, où chez nous, en fait, bah, le CI, il va automatiquement prendre plein de screenshots de pages qu'on a définies et il va faire un diff entre ce qu'on avait avant et ce qu'on avait maintenant. Et donc en fait, il va dire, bah là, il y a une nouvelle zone À changer. qu'on a cartographiée qui n'existait pas avant. Est-ce que c'est attendu? Ouais, c'est attendu. Et ça nous permet de réduire bah, les erreurs en prod, en fait. Les mecs qui ont créé Storybook, qui est une librairie qui permet de pouvoir tester des composants en fait, et de les voir sous différentes formes. J'ai oublié le nom de leur boîte, mais c'est exactement ce qu'ils font en fait. Et en gros, ils ont tout un système où à chaque déploiement, ils vont prendre des screenshots de chaque composant en fonction des props que tu lui as fournis. Et derrière, ils vont voir, ils vont t'alerter en fait par zone rouge si, bah tiens, attention là, tu vois, c'est plus du tout c'est plus du tout la même chose qu'avant. Est-ce que c'est volontaire? Alors, je sais que toi, tu es un gros fanat de Storybook. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Ouais. que Storybook? Alors, Storybook, c'est d'ailleurs un composant qui pourrait être intégré totalement dans un système d'intégration continue. Le concept de Storybook, c'est de pouvoir avoir une sorte de catalogue qui inclurait tout un tas de composants, à tous nos composants en fait de l'application. Donc, ça va être tous nos boutons, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir facilement simuler ce composant-là dans différents scénarios, en fonction des props qu'on lui envoie. Donc c'est très utile aussi pour le développement, parce qu'on peut très facilement avoir une sorte de page où on va développer. En fait, c'est vraiment une philosophie où on va isoler un composant et on va Ok. travailler sur ce composant-là, et après, derrière, on va l'intégrer dans une page Donc avec. ça marche, j'imagine, aussi bien avec du Ah ouais, React que du Vue, n'importe quel framework. surtout même React. Donc toi, tu avais plein de composants. Tu refais tes composants, ils sont compatibles Storybook de base? Ouais, en fait, c'est assez bien fichu parce que. Alors, déjà, il faut savoir que c'est très compatible avec React et Next.js, donc un framework basé sur React, mais sur Vue aussi, Svelte, etc. Sur Next, un peu moins. Moi, du coup, j'étais un peu emmerdé. Mais grosso modo, ça prend ton composant et toi, tu as une sorte d'interface qui permet de pouvoir, en code, dialoguer avec. Et tu rien à faire, en fait, parce qu'il il comprend ton composant. Il arrive même à Ok. détecter les props que tu lui as fournis, Est-ce que etc. tu peux voir, alors je sais que ça existe en Android et maintenant sur Xcode SwiftUI, je crois, Mm. où en fait tu peux coder et voir en live l'interface. Donc j'imagine que toi tu peux en live, tu as des enums sur tes properties et tu peux dire Ouais. en fait mon composant il est en mode small, medium, large et Et en fait d'un cliquer. coup tu vas voir, Ouais. ok, ça c'est trop bien C'est des ça. contrôles. Ils appellent ça des contrôles en fait. Et tu peux du coup définir. Et ça, c'est trop bien, ouais, parce que du coup, imagine, tu as des scénarios, je sais pas, tu veux tester un utilisateur qui. Comment un composant il rend dans un scénario un petit peu complexe où c'est un utilisateur payant qui n'a plus de crédit sur son compte, etc. Tu vois. Bah là, en fait, automatiquement, tu vas pouvoir le faire très facilement en gestion les contrôles sans devoir, dans ton interface en local, créer un mec qui a plus de crédit, qui a un compte payant, etc. Donc c'est vraiment un outil où on va isoler un composant ou un groupe de composants, hein, et on va travailler dessus. Et l'avantage de ça a plusieurs avantages. C'est très utile pour les fronts, c'est très utile aussi pour les product managers et aussi pour les designers. Parce qu'en fait, on va imaginer aussi un product manager qui vient d'arriver sur un projet, il va directement voir tous les composants dans la librairie Oui. et du coup adapter ses designs, tu vois. Et t'as un peu ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est un peu comme il a changé là. On a un peu les brand Ouais. guidelines, mais en fait, tu peux avoir vraiment un book à Ça, component. c'est typiquement C'est pour ça dans que ça s'appelle Storybook. Storybook, en Ouais. fait. Ouais. Donc tu pourrais totalement avoir des pages spécifiques. Parce qu'en fait, Storybook n'est pas juste un outil où on peut mettre des composants, on peut aussi écrire de la doc. Ça comprend le Markdown. Ils appellent ça du MDX d'ailleurs, c'est une sorte de fichier Markdown, mais Ok. où on peut aussi mettre des composants. Ça comprend en fait Ok. le JSX. Donc tu peux imaginer des pages de Markdown avec tes composants, etc. dedans. Et ça permet d'avoir toute la doc en fait de son projet. Et ce que je trouve absolument génial dans Storybook, c'est surtout en fait, l'agilité que ça te donne, parce que tu penses perdre du temps au début, ce qui est vrai, c'est assez long à faire. Par contre, tu te rends compte que tu as des composants qui sont dédoublés. En fait, on peut les merger en un, parce Ok. que tu as deux développeurs qui ont pris l'initiative. En fait, Hmm. ils ont recodé Il le voulait même pas composant. interfacer sur le travail de l'autre. Ouais, et ils se sont dit, vas-y, j'en refais un. Ça te permet de. Imaginons ce qui arrive tout le temps dans un SaaS qui grossit. Vous, à Chris, par exemple, vous avez un dashboard externe, admin, Ouais. et puis vous avez une application, et puis vous avez sûrement Patrol, etc. Hmm, Tous hmm, hmm. ces trucs-là. En fait, tu pourrais très facilement avec Storybook créer une UI librairie Ouais. qui fait que tu as tous tes composants qui sont codés dans un seul endroit et facilement en fait, les intégrer Donc dans ça, tu aurais une. pu déjà le faire en faisant tes composants en tant que lib, Vue Ouais, ou React. Mais là, l'avantage, c'est que c'est encore plus portable, ouais, j'imagine. carrément. Tu utilises Storybook depuis quand à peu près? J'ai commencé au mois de juin. Parce qu'en fait, j'étais dans une problématique où je devais faire une migration, et on peut même parler de ça. C'est très intéressant, je pense, c'est un sujet qui est. Tous les SaaS passent par là. Je devais migrer de Nux 2 à Nux 3, Ok. et je savais que c'était un long travail parce qu'ils sont passés sur TypeScript. Ils sont Et passés. t'es obligé de tout passer en TypeScript? Ah, franchement, ouais, Ah, bah ouais, t'es obligé en vrai, hein.
C'est comme tu le disais, il y a la team CI ou pas CI, test et pas Ouais. test. Je pense qu'il y a la team aussi TypeScript et pas TypeScript. Ouais, je pense que ça fait l'unanimité maintenant, hein. De toute façon, en vrai, Ouais, t'as je pas le trouve ça, choix. je trouve ça. T'as pas le choix, en fait. Mais alors, on en reparlera peut-être plus tard dans le podcast, mais on est dedans et si, il y a le choix. Ah, ok. Mais en gros, le concept, pour revenir à cette problématique, c'est que je devais tout migrer à Nux 2, à Nux 3. Ok. Et c'était un sacré bordel parce que du coup, bah, j'avais beaucoup de choses qui cassaient et qu'il fallait réadapter. Donc j'ai profité du mois d'août et du l'été où c'est plus calme pour pouvoir faire ces chantiers-là. Sachant que je pensais le finir en un mois, mais en fait, là, visiblement, ça fait plus de 2 mois et demi que je suis dessus et j'ai bientôt fini. Donc c'est toujours des process longs, les migrations. Ouais. D'ailleurs, je pense même qu'un conseil pour faire un aparté que je me serais donné, c'est quand tu as du cash, il faut absolument, dans ce genre de process, ne pas hésiter à l'utiliser pour prendre des freelances, pour s'aider sur les migrations. Ouais. Parce que le problème de ces migrations-là, c'est que souvent c'est bloquant. Donc tu as des clients en support qui peuvent te demander d'autres features, etc. Et toi, tu Hmm. peux pas trop, t'as pas trop envie de démarrer une grosse Mais feature je sur comprends, quelque ouais. chose où tu sais que tu vas devoir la migrer derrière. Pour accélérer Ouais. la migration. Donc en général, c'est plutôt des process où tu dis vas-y, bah, on migre à fond et après derrière, on refera des grosses features. Et du coup, si c'est un process qui prend du temps, c'est bloquant. Donc vaut mieux payer je sais pas, des freelances qui soient quali et Hmm. leur dire bah, écoutez, ça va être intense, on a tant de composants à migrer, on migre. Mais je trouve ça chiant, moi, les frameworks qui Ouais. cassent tout d'un truc. Par exemple, j'avais trouvé ça très très bien avec Vue 3. Ils avaient fait un truc qui s'appelait Vue 2.6. Et non, il y avait Vue 3, mais avec un mode compat. Et en fait, en fait, juste tu pouvais mettre Vue 3, activer le mode compat, et c'est bon, ça marche. Et petit à petit, tu pouvais, composant par composant, migrer, et finalement, ça allait, quoi. Mais par contre, là, le problème de vue, c'est qu'ils ont mis tout sur la composition API. Et donc, tu as tout de suite beaucoup plus de travail quand tu veux respecter toutes leurs Pour règles. une Mais histoire de TypeScript aussi, j'imagine. oui, en fait, la composition. Moi, j'étais un très grand fan aussi de l'option API avec les objets. Le problème de ça, c'est que la composition API sur Vue.js, pour ceux qui l'utilisent, c'est beaucoup plus complémentaire avec TypeScript en fait. Ouais, ouais, en fait, bah, C'est du juste ça, coup, hein. nous, alors moi, je suis pas anti-TypeScript, mais comme ça vient de Microsoft, je trouve il y a des trucs dans le TypeScript qui me font penser beaucoup au C Sharp. Et je crois que c'est le mec qui a créé C Sharp hein, qui a inventé Ah ouais, TypeScript, bah, hein. clairement, Ouais, le, ouais, c'est le même mec, hein. tu sens qu'il y a un gros héritage de C Sharp. Et encore, maintenant, sur les dernières versions, ça va, ça ressemble plus à de l'ES6, mais chez nous, quand on a commencé Crisp en 2015, il y avait de l'ES6, et encore, c'était pas de l'ES6 comme maintenant, qui est supporté maintenant, c'était de l'ES6 Ah oui, je me souviens, ouais. avec Babel, en fait. Ouais, Et donc, ben, on avait eu comme la bonne idée à l'époque de mettre des JS docs partout. Donc ouais, des c'est bien JS ça. docs, c'est un peu comme des blocs de commentaires en CPP, etc., qui te permettent d'expliquer ce que ta fonction a fait, ce qu'elle attend en paramètres et ce qu'elle retourne. Et en fait, bah, la bonne nouvelle, c'est que maintenant TypeScript a une option qui s'appelle checkJS. Et en fait, du coup, ça t'évite de recoder tout ton code en TypeScript, mais il peut implicitement comprendre à partir de tes JS docs Hmm. les types des fonctions ou même les types des objets. Et donc, bah, tu as une coverage qui est beaucoup plus forte dans le check. Et bah, nous, typiquement, on a pu passer bah, nos tapes, notre backend, etc. avec ça. Et petit à petit, en fait, on peut pousser le typage. Nous, on n'a pas envie de tout non plus surtyper. Ça va prendre un symbole monstre, hein. Oui, puis, enfin, on n'a pas envie. Ouais. Et ça nous servira à pas grand-chose. Mais quand même, au moins sur les libs internes qu'on a, on a des bons contrats d'interface. On les avait déjà, les contrats d'interface, mais là, c'est quand même un net cran au-dessus. Et voilà, donc il faut checker si vous avez une code base en JS et que vous voulez petit à petit la sécuriser, la moderniser un peu, bah, je trouve que mettre TypeScript, mais juste en mode linter et avec l'option checkJS, ça évite de tout recoder Ouais, c'est pas con. et juste de comprendre. En fait, c'est juste des commentaires. Et ce qui est génial du coup, c'est que tu prends ton fichier JavaScript existant et il marche pareil qu'avant. C'est juste qu'il y a des commentaires dedans qui rendent le code de manière un peu plus expressive. Ouais, surtout en fait, pour revenir aussi à la base, du coup, c'est que la migration que j'ai dû faire, euh, le truc, c'est que Storybook m'aidait en fait à faire à migrer chaque composant un par un. Ouais. Et donc en fait, au début, me suis juste occupé d'adapter chaque composant dans Storybook, ce qui m'a permis après, une fois que tous les composants étaient remigrés à Nux 3, enfin Vue 3 et compagnie, de les reprendre et de construire ensuite après les pages directement, Ok. plutôt que de migrer page par page quand j'ai Mais migré. ouais, pour revenir sur les histoires de CI, je pense que ce qui est assez important sur ça, c'est des process qui sont importants à mettre en place justement quand tu as peur à un moment de tout casser. Hmm. Je sais pas si. Enfin, toi, je sais que c'est des choses que tu as mis en place très tôt.
Nous, avec Valérian, on a bossé sur un projet de respirateur artificiel qui s'appelle le projet Macaire. Sur ce projet Macaire, donc c'était des respirateurs artificiels faits pendant le Covid, open source, etc. Le but, c'était de pouvoir sauver des patients, Mm. notamment dans des pays où il n'y avait pas assez de respirateurs. On en a produit plusieurs centaines. Ouais, bien plus, ouais. Et en fait, une grande problématique de ce monde-là, c'est bah, de le médical, c'est quand même ce respirateur-là avec 90% de software. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine un respirateur, c'est beaucoup de mécanique, etc. Il y en a, mais en fait, la vérité, c'est que c'est beaucoup de logiciels. Et du coup, comme c'est beaucoup de logiciels, bah, l'impact que les développeurs peuvent avoir sur une régression, ça peut être fatal, hein, en Ah, fait. ça tue quelqu'un, quoi. Un gros bug pourrait tuer quelqu'un, en effet. Donc tu vois, la régression, à quel point elle peut être fatale. Et on avait donc ce problème-là de régression. Et l'autre problème qu'on avait, c'est que c'est quand même un device physique. Et dans un monde où on était, je sais plus, on va dire une dizaine de développeurs, et bah, il fallait quand même des grosses machines, des machines dont les specs évoluaient. Et puis il fallait tous qu'on ait un banc de test, une machine, des procédures de test qui étaient quand même assez longues. La procédure de test pour tester tous les paramètres, et ça mettait une demi-journée. T'imagines? Une demi-journée, voire une journée complète pour tester toutes les non-régressions. C'était affreusement long. Mais Euh, il n'y avait pas vu que c'était du logiciel, il n'y avait pas justement un CI avant qui permettait de tester. et Faut le faire à justement, la main, c'est ça? bah en fait, enfin, c'est comme des tests sur des Ah ouais. paramètres physiques. C'est-à-dire qu'en fait, un respiratoire artificiel, ça gonfle des poumons à une certaine vitesse, etc. Il y a des mécanismes où, en fait, si Ouais. les patients sous respirateur artificiel, ils sont anesthésiés, mais parfois l'anesthésie, elle se réduit légèrement. Le patient, il se réveille un peu et il se passe des mécanismes où, en fait, t'as des rebonds au niveau des poumons qui se font et donc le respirateur doit comprendre ça, etc., décompenser. Bon, toujours est-il qu'en effet, toi, tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas de CI? En Mm. effet. Et en fait, on a des ingénieurs, qui ont eu, Gabriel notamment, qui ont eu la brillante idée de se dire, mais puisque nous, dans nos métiers de tous les jours, on a des CI partout, pourquoi on n'apporterait pas ce CI-là dans le médical? Et en fait, ils ont réussi à faire un système qui est absolument fantastique, c'est de virtualiser le respirateur. C'est-à-dire qu'en fait, le respirateur, les propriétés mécaniques du respirateur, les valves, la Mm. turbine, ou même, il y avait même un modèle de patient en face qui était virtualisé. Et en fait, on pouvait, bah déjà, c'était vachement cool parce que quand on développait, on pouvait avoir une fausse machine en fait, en face, flasher la fausse machine. Donc, tu n'avais plus besoin de te trimballer avec une machine de 30 kilos partout. Et puis surtout, pour tester beaucoup plus vite. Et enfin, le CI, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait, à chaque fois qu'on poussait le code, on avait, je sais pas, l'équivalent d'un mois de test en 10 secondes. Ouais, Et on pouvait tester beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que bah, tous les checks qu'on faisait à la main. Et pour dire que, en fait, dans n'importe quelle industrie, ces systèmes-là peuvent aider, notamment quand tu as un gros risque qu'un truc casse. Et il n'y a rien de. Enfin, le moment où il faut mettre ce genre de process en place, c'est justement quand à chaque fois que tu veux bouger quelque chose, que, désolé de l'expression, mais que ça pue la merde, quoi. ouais. Ça sent le roussi, et là tu te Ouais, dis, ouais. exactement, tu soulèves le capot, tu dis, non, non, Mm. on y touchera plus tard. Ouais. Ouais. Tu sais, typiquement, les banques avec leur gros caca en COBOL, bah, enfin, je dis ça parce que j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, que bah, les banques, notamment au moment où il y a eu le RGPD qui arrivait en place, il fallait que des gens puissent supprimer leurs données, etc. Et en fait, bah, c'est des systèmes qui n'ont pas été prévus pour. Ouais, du coup, c'était pas possible. Bah, je pense qu'ils ont fait, mais Ouais. ça veut dire. Ça a été Et long, quoi. c'est ça qui est génial quand même quand t'as des systèmes qui peuvent, alors sans être des nazis de tout tester, etc. Je peux comprendre que notamment pour des startups, faut quand même Être ton agile. produit, à un moment, t'as des features, tu vas supprimer, t'as des qui vont évoluer et tout, mais bon, il y a quand même des trucs où tu sais que ça, c'est la base de ton produit, que ça peut casser vite, et que chez nous, par exemple, on a une librairie de Markdown. Ça, c'était l'enfer sur Terre à un moment. On modifiait une petite regex et paf, t'as tout qui pétait, quoi. Bon, maintenant, bah, c'est un moment où t'en as marre, tu te fais choper 2 fois. Bon, à un moment, tu te dis, c'est fini, on met un test là-dessus et voilà, on n'en parle plus, quoi. En fait, l'avantage aussi d'avoir plein de tests, c'est que et d'avoir un bon CI, c'est qu'en fait, quand tu vas devoir mettre à jour, par exemple, ton API, par exemple, de Adonis 5 vers Adonis 6,
Alors qu'est-ce Euh, que c'est Adonis? bon, c'est un framework JavaScript, mais j'aurais pu dire Ruby on Rails, Ok. etc. En fait, à partir du moment où tu vas en mettre à jour ton API vers une version supérieure du framework, Ouais, tu es bien content quand même de pouvoir appuyer sur un bouton et de voir que le paiement, que tout pète, qu'il n'y a rien qui pète. Parce que des exactement. fois, en fait, tu n'as pas confiance non plus. Enfin, tu te dis, je mets à jour ça, ok, donc je mets à jour certains packages, mais tu sais, hein, tu bumpes le package, mais tu te dis, bon, visiblement Ouais, ça marche, je prie. mais tu es content quand même de voir qu'effectivement, là, si tu vois tous tes tests qui passent, tu dis, ok, bon, j'ai bumpé le package, j'ai mis à jour le package, je vais pas avoir de gros problèmes, quoi. Au pire, ça sera peut-être des effets de bord, mais c'est parce qu'il manque un test quelque part. Il faut que je retrouve l'article et qu'on le mette dans tes commentaires de la vidéo YouTube. J'ai vu un très bon papier de Google qui expliquait comment bien tester. Et en fait, que parfois, il y a dans la manière d'écrire, notamment les tests unitaires, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et qu'en fait, le test, tu as l'impression que c'est un bon test. Ce qui a été codé, ça ressemble vraiment à un test. Mais en fait, ce qui est important, c'est de mettre de la vraie donnée dedans. Voilà, enfin, juste petit Et pas aparté. du, Je vous pas du- mettrai je ne saurais pas tout à fait expliquer l'article, mais j'avoue que c'était quand même assez expressif et voilà, c'est un article de chez Google, enfin un livre blanc qu'ils mettent pour leurs développeurs. Et je pense que ça vaudrait le coup de le mettre. Enfin, c'est vraiment une mine d'or, ce truc, et on le met Ouais, je le en lirai commentaire. aussi. Et il y a aussi un truc qui est drôle, ce que je me suis aperçu ce matin, c'est que en fait, j'avais une faille de sécurité à un endroit enfin, en gros, on aurait pu aspirer pas mal de données qu'on n'aurait pas pu, enfin, qui n'étaient pas censées être accessibles. Ok. Et le fait de m'en être rendu compte et d'avoir vu effectivement que, en mettant le test, que le test il passait pas, en incluant le test, bah, du coup, j'ai fixé le truc et maintenant j'ai un test qui va tout le temps jusqu'à la fin du projet vérifier que cette faille de sécurité elle est plus là sur ce endpoint. Ok. Donc il y a aussi, en fait, c'est toute une philosophie qui est absolument intéressante. Après, comme tu dis, il ne faut pas être nazi. Donc il y a plusieurs types de tests, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests end-to-end, les tests aussi que tu m'as effectivement comme les divergences graphiques entre deux Ouais. composants. Donc tu as plein de types de tests comme ça. Et après, derrière, l'idée, c'est d'avoir un pipeline, si je comprends bien, sur les CI où tu testes tout ça avant de mettre en prod, quoi. Ouais, alors chez nous, on a mis en place un nouveau truc. Je trouve que c'est assez important que le code, notamment dans une team, soit homogène. Ouais. Parce qu'en fait, nous développeurs, on copie-colle, vachement de trucs, enfin, je suis sûr que toi aussi tu fais ça, mais c'est naturel où tes composants, ils ont à peu près tous la même structure, le même header, les petits Mm. commentaires et cetera. C'est à peu près les mêmes patterns, souvent. Et du coup, bah, on a quand même une norme, un coding style chez Crisp, mais ce coding style, c'est quand même quelque chose qui est assez unique, qui est opinionated. Et on perdait vachement de temps, en fait, pendant nos reviews, etc., à vérifier que c'est juste, bah, c'est conforme au style et que voilà, il n'y a pas un espace en plus, un espace en moins, que les commentaires, c'est tous les mêmes. Et en fait, on s'est défini vraiment. Enfin, je me suis servi de ce ChatGPT pour ça. En fait, j'ai pris plein de reviews chez nous qui ont été faites et qui ne sont pas passées en prenant des exemples qui étaient positifs et des exemples négatifs. Et en fait, j'ai dit, mais pourquoi ça, c'était pas bien? Bah, parce que il y avait un espace en trop. Ok. Donc en fait, aujourd'hui, il existe ESLint qui est très bien pour ça. Il y a beaucoup de règles ESLint qu'on a pu tweaker, enfin, qui sont existantes, juste qu'il faut paramétrer, on va dire une cinquantaine. Et pour le reste, on a écrit des règles. ChatGPT nous a écrit des règles qu'on a un petit peu réécrit, mais en fait, c'est des règles qui nous auraient mis 2 heures à écrire à la main, ok, on est capable de les écrire, ces règles, mais enfin, t'imagines, juste pour développer notre CI, on va pas passer 3 heures pour développer 60 règles custom. De Slint. Ouais, Ah non, tu exactement. parles ChatGPT, tu as développé les règles du CI, c'est ça? Ou les ChatGPT nous a développé les règles de SLint, de qui Slint, sont sur d'accord. le CI, enfin sur nos machines. Et en fait, on a pu enforce, enfin, désolé pour l'anglicisme, mais on a Mm. pu obliger tout un tas de règles de lint, les headers, le nommage des variables, la structure des fichiers, enfin tout un tas de trucs qu'on a défini que voilà, un bon code doit avoir ça, un mauvais code ne doit pas avoir ça, etc., etc. Ça nous a fait, aujourd'hui on a beaucoup de règles, et en fait c'est génial parce que bah, toutes ces petites erreurs cons, etc., qu'on fait parfois, même les fautes d'orthographe, à quel point dans un code il y a beaucoup de, pas que dans les commentaires, mais parfois des variables mal nommées, etc. Bah, là au moins Ouais, c'est. tout est carré, et c'est ça qui est génial, c'est que maintenant avec la puissance de l'IA, et ben en fait, c'est comme si tu avais une équipe interne à faire ton tooling et que tu peux, enfin franchement, nous sur les règles ESLint, enfin c'est sublime quoi. C'est trop marrant hier parce que Nada, du coup, ma femme, elle est en train de coder sur. Elle devait faire, je sais plus, une librairie UI pour Vue 3 pour Ouais. justement partager les composants entre différents projets. Et puis je regardais son truc et puis je dis, mais attends, là, t'as suivi un tutoriel pour ça? Non? Mais comment t'as fait pour savoir ça?
Bah, en fait, j'utilise ChatGPT. Elle utilise ChatGPT plus que Google, et alors que moi, j'ai tendance quand même à aller encore beaucoup Ouais. sur Stack Overflow. Et c'est impressionnant à quel point ChatGPT a changé l'usage en fait de certaines personnes sur la manière avec laquelle ils vont construire du code. Ouais, après, bah, pour en revenir, on a des libs communes chez Crisp. On va avoir 5, allez, on va dire 10 librairies internes. On a beaucoup de microservices et tous ces microservices, ils ont vraiment le même framework interne, la même structure. Et donc, en fait, ces libs, elles ont été typées. Et en fait, le truc, c'est que sur les projets par an, fallait qu'on type ça aussi. Et comme tous les projets, ils ont à peu près la même nomenclature, la même structure, c'était du travail de. Enfin, c'était hyper rébarbatif. En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai fait un prompt qui est sur ChatGPT où voilà, j'ai fait un projet à la main. Donc voilà, donc notamment tout ce qui est les imports, fallait rajouter des annotations pour que certaines classes elles puissent être hintées, que le linter comprenne le type, etc., des contrôleurs, des helpers, etc. Et en fait, comme les projets, ils ont à peu près tous cette base-là, et ben en fait, j'ai fait un exemple à ChatGPT, et en fait, après, je fonctionnais qu'au copier-coller. Hein, voici mes anciens imports, je te les colle, il me répond les nouveaux imports avec directement les alignements Ouais. parfaits et tout. Je copie-colle, Il n'y a hop, pas eu un et seul tout bug? suivant. Non, vraiment parfait. Ah, c'est ouf, hein, parce que je suis Après, pas rassuré. en fait, et ce qui était génial, c'est que tu vois, typiquement, quand tu répètes plein d'imports et que tu vas les retravailler, il y a comme une forte chance que tu en oublies un. Mm. Il y a une typo quelque part. Là, t'as pas ce problème-là. Le seul problème, c'est que parfois, tu lui dis exactement comme un stagiaire ce qu'il faut faire. Tous les alignements, en fait, on doit faire un padding avant le égal. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire var ma variable. Et après, quand tu as plein de variables qui n'ont pas la même longueur, nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies un padding avant le égal. Comme ça, tous les égales sont alignés. Ouais, c'est des règles d'indentation, quoi. Exactement. Mm. Donc, du coup, bah, on a codé des règles avec ChatGPT pour valider ça. Du coup, après, bah, mettons que tu des indentations qui sont pas OK, tu dis, bah, en fait, mais moi, je voudrais indenter comme ça. Mm. Tu lui montres l'exemple, OK, il te indente tout. Et à la fin, tu as juste à faire un copier-coller. Et puis, à force de refaire cette même tâche tout le temps, il a compris ça. En fait, du coup, pour des tâches hyper rébarbatives, enfin, nous, ça nous a fait gagner un temps colossal, en Ah fait. ouais, c'est un temps de malade. Moi, je fais différemment de vous. J'utilise directement la package ESLint de un mec qui s'appelle Antfu, A-N-T-F-U. OK. Et elle est très cool. Donc, en fait, dans le fichier ESLint, Toi, ça te va. j'ai Ouais. temps, tu vois. Et puis après, j'override certains trucs qui me plaisent pas trop, mais dans l'ensemble, elle est assez clean. Et puis après, donc, du coup, mais pour un projet qui a déjà des règles établies, peut-être que, tu vois, faire comme Mais vous avez nous, à fait, c'est l'époque, peut-être. ça n'existait pas déjà. Et d'ailleurs, j'ai même dégagé Prettier, hein. Parce qu'en fait, avant, j'utilisais à la fois Prettier et Ouais, ESLint. moi j'aime pas du tout, Et franchement, Prettier. Prettier, il n'y a pas besoin, puisque ESLint, quand c'est bien câblé, ça fait quasiment ce que fait Mais tu vois, Prettier. par exemple, nous, nos alignements de JSDocs, ces paramètres, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Surtout là où ChatGPT nous a été utile dans notre typage, c'est que comme nos librairies internes, bah, je voulais fortement les typer. Comme tous ces projets héritent de ça, c'est important qu'il n'y ait pas de trucs qui pètent, quoi. Donc en fait, définir les types de beaucoup de choses, c'est quand même extrêmement chronophage et surtout C'est très l'enfer. error-prone. Alors, du coup, ChatGPT m'a écrit un script Node tout simple où en fait je lui mets le setter d'un paramètre. Donc je sais pas, par exemple chez nous message.submit, admettons. C'est du Mm. pseudocode, hein, mais c'est à peu près l'idée. Il va me donner toutes les occurrences dans notre code base, sachant que on a Mais plein de comment repos. ChatGPT il a accès à ça, en fait? Je comprends pas. C'est un ChatGPT Je lui ai interne? expliqué. En fait, je lui ai dit, voilà, j'ai un dossier où j'ai tous mes projets. Mm. Tu vas les voir de manière récursive dans tous mes projets dans le dossier SRC. Mais comment il a accès à ça, lui? Bah, C'est un c'est un site? script. Non, mais Ah oui. moi, il me code juste un script. Ah oui. Je veux qu'il me code un script qui fasse ça. D'accord, j'ai compris. Ce script, je veux qu'il me prenne en paramètre une fonction ou un call de fonction. Donc chez nous, on va dire, admettons, un helper.message.submit, admettons. Dans mon script, je mets ça. Il va me mettre toutes les occurrences de ça. Après, je pipe ça, je lui envoie. Je lui dis, bah, maintenant que tu as tous ces codes-là, ce serait quoi le type du paramètre message? Ok, bon, bah, hop, 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 il te compose tout. En fait, à partir de toutes les possibilités qu'il a eues, le type message. Alors peut-être qu'il va en louper un peu, mais franchement, ça marche de Ouais, manière ça te fait gagner. miraculeusement bien. 80% du boulot est fait, quoi. Ouais, exactement. Et t'as gagné un temps colossal. C'est intéressant, ouais, j'avoue que j'utilise pas trop ces techniques-là avec ChatGPT sur fais-moi un script qui fait ci et ça. Par contre, ça m'est déjà arrivé de trouve des trucs assez surprenants sur
des bugs en fait. Tu lui envoies un fichier, tu lui dis tiens, essaye de hacker cette fonction, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et il y a plusieurs fois, il a essayé de me dire attention, là t'as une boucle infinie par exemple, ou si j'envoie Ouais, tel paramètre, normalement je suis censé récupérer une string, et là en fait je peux récupérer un chiffre. du Donc, feedback, ouais. quoi. Il y a même j'ai vu sur le Twitter, alors j'ai oublié le nom. En fait, c'est un éditeur qui est un fork de VS Code et qui est totalement, Collaboratif? ouais, qui est totalement passé pour J'en ai l'AI entendu parler. et totalement pensé pour l'AI, et du coup tu peux facilement balancer tes projets, et par contre ça fonctionne beaucoup par prompt. Donc en Ok. fait c'est un peu ce que tu viens de dire, et il disait que c'était assez bluffant parce qu'aujourd'hui lui il tapait juste dedans ce qu'il avait besoin et 80% du boulot était fait en fait. Ouais, après, enfin, typiquement, le truc, c'est que parfois le code qui va t'écrire, il suit pas du tout tes conventions de style, etc. C'est pour ça que c'est bien D'avoir Weslint, ouais. d'avoir des règles de validation qui soient très très claires, ce qui fait que la production qui a été faite par de l'IA, elle va matcher, elle peut rentrer dans ton projet. Mais après, sans aller jusque-là, tu peux sous-traiter, je pense, à l'IA des trucs. Carrément. Et je pense même d'ailleurs qu'il y a même des sas à faire sur des sortes de briques qui pourraient se greffer dans les CI des boîtes, par exemple, ce que je viens de dire là, tu vois. Pour faire des code reviews. Ouais, du code review, vérifier les failles de sécurité, etc. Genre, juste un SaaS qui fait ça, tu vois, il fait ça bien. Et c'est facile en plug and play dans GitHub Action, par exemple, Hmm. dans GitHub Action. Et derrière, tout nouveau code qui est nouveau, il check et il Alors vérifie. moi j'avais fait Voilà. des tests comme ça, le problème c'est qu'il a pas les prompts sont quand même limités, il peut pas avoir la vision Ouais, bah oui. peut pas avoir la vision globale. Et ce qui est logique, ceci dit, je trouve la manière dont tu l'utilises chez Chris pour vraiment on crée des règles, c'est des règles métiers à la papa, on aurait déjà pu les coder comme ça il y a 10 ans. C'est juste que c'est chronophage de les coder et donc ben, en fait on peut multiplier les procédures de test, les checks grâce à ça. Et est-ce que tu as, du coup, vu que tu utilises pas mal ChatGPT, est-ce que tu as appris des choses intéressantes au niveau des prompts, ce que tu lui donnes? Sur le code? Bah ouais, parce que j'imagine que tu as pu peaufiner tes prompts et apprendre en me disant, ah tiens, Alors, si j'écris. en fait, c'est pas très compliqué. Les prompts que tu vas demander en code sont pas forcément très compliqués. Faut juste lui donner une bonne compréhension de ce que tu as besoin. Par exemple, il y a pas longtemps, j'avais un algorithme, donc chez Crisp, on est en train de refaire notre système de bot pour qu'il y ait un graphe en drag and drop. Donc aujourd'hui, on a un système d'arbres. Donc c'est vraiment nomenclaturé avec une hiérarchie 1, 2, 3, etc. Et après, c'est un arbre. Aujourd'hui, ce serait plutôt un graphe. Le problème d'un graphe, c'est que notamment, bah, les utilisateurs, à un moment, ils vont faire du caca dans le graphe. Et bah, tu sais, réorganiser les trucs, c'est pas facile pour tout le monde. Juste de faire un bouton, t'appuies sur un bouton, et hop, tout le graphe, il est réorganisé de manière logique. Et ben, typiquement, je voulais faire plusieurs implémentations d'algorithmes. C'est comme des algorithmes, c'est long à implémenter. Et ben, j'ai pu très rapidement, en expliquant à quoi ressemblait mon graphe, les paramètres des objets, etc. Il m'a suggéré des algorithmes, on a testé, et en fait, rapidement, j'ai pu dire, OK, la nomenclature est bonne, maintenant je voudrais que certains types de blocs dans le graphe soient décalés d'un cran, etc. Mais pas tous. Et en fait, bah, il l'a fait. Et en fait, à force de feedback, faut juste vraiment le challenger, le feedback. Et donc, par exemple, Et surtout être assez solide au niveau En fait, c'est un travail d'architecture. c'est C'est pas un problème d'expliquer. de prompt très compliqué, mais en fait, il faut juste lui dire, bah, j'ai besoin d'une fonction qui fait ça, qui va prendre 100 paramètres. Donc, par exemple, nous, sur nos règles de SLint, il dit, bah, voici un code. Tu veux forcément que les lignes terminent, admettons que les commentaires terminent par un point. Hmm, Voilà, enfin, nous on n'a pas ça, mais ouais. admettons que tu voudrais que tous tes commentaires, ça finisse par un point. Bah, tu dis, bah voilà, tel commentaire, ça finit par je voudrais que ça finisse par un point. Ok, bon, on va faire une règle qui ressemble à ça. Tu vas dire, ok, mais comment je rajoute cette règle dans mon projet? Bah, il faudrait mettre ça, comme ça, ok. Donc là, tu vas exécuter ta règle. Donc là, tu vas, admettons, tu es plein de faux positifs. Tu dis, mais pourquoi ça match, alors que ça devrait pas matcher? Ou l'inverse, pourquoi ça n'a pas matché ça? Ah, ok. En fait, tu m'as pas dit que quand c'était du multiligne, admettons un commentaire de 3 blocs, tu voulais juste Hmm. que ce soit le troisième bloc qui prenne le point à la fin. Tu fais par itération en fait, en dialoguant Et avec à la lui. fin, le coup, bah, à force de feedback, d'exemples, de contre-exemples, il va te faire une règle qui normalement est très bonne. Ok, intéressant. Il faut juste Euh, le feedbacker, le challenger comme si tu avais un stagiaire et que tu lui disais non, mais ça, c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire, ça, ce serait plutôt comme ça. Et en fait, à la fin, tu devrais arriver à quelque chose de bien. Est-ce que tu as une idée aussi comme tu me disais, tu parlais du CI du futur. Ouais. Comment tu définirais toi le CI du futur, maintenant que tu commences à avoir quand même pas mal de bouteilles pour gérer des gros projets?
Alors, on va prendre deux exemples. On va prendre une boîte qui démarre, qui sont, on va dire, deux, trois fondateurs, et une boîte un peu plus grosse, comme qui a déjà la taille de Chris, par exemple. Ok, donc déjà pour des boîtes qui démarrent, je pense que les trois doivent coder pareil dès le départ. On n'est pas obligé de mettre du CI directement. Je pense qu'il faut être pragmatique quand même quand on débute et qu'à un moment, il faut shipper. Mm. Et que quand le projet va fonctionner, qu'il va y avoir des clients, l'attraction, je pense que c'est là où à un moment, c'est bien de... Surtout si après tu commences à recruter, de là commence à Mm. mettre un petit coup De test, quoi. de vis, d'uniformité, quoi. De test sur les parties Ouais. sensibles, on va dire. Après, on s'imagine que les grandes boîtes ont ça. Moi, j'ai codé de la grande entreprise. On en est loin. Ouais, c'est On en est très très loin. et Euh, du coup, le CI du futur, pour toi, ce serait après pour les. bah déjà, on imagine un CI comme un truc, je pousse sur GitHub et ça fait des actions. Ouais. Avant ça, je pense qu'il faut que ça marche chez toi. Ah oui, avant de le faire des. Exactement, Mm. je suis d'accord avec ça, ouais. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir avoir des outils comme Semaphore ou GitHub Action, Mm. etc. Alors que déjà, tu pourrais juste faire runner Que chez tu toi et puisses t'assurer. l'exécuter autant de fois que tu veux chez toi, qu'avant même Avec de du pré-commit, pusher, quoi. ou même pas pré-commit, enfin juste que tu puisses lancer, etc., autant de fois que tu veux par une commande et que t'es pas committé quelque Mm. part pour lancer ça. Moi, c'est vrai que c'est une culture, j'ai fait l'école 42, et c'est une école qui, question CI, ça te forme alors vraiment bien. Ouais. Parce que déjà, la piscine à 42, ton prof, enfin le seul juge, c'est un CI, ce qui est très perturbant. C'est-à-dire que même moi, Ah j'ai commencé à ouais. coder très très tôt. J'ai commencé à coder à 12 ans. Et après, j'ai fait des écoles et tout dans le code. Quand je suis arrivé à 42, je crois que mon premier jour, c'était déprimant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bah, le CI, il est con, mais en même temps, il est pas con dans le sens où bah, Il il attend le attend résultat, quoi. exactement un résultat. Il y avait ça dans l'énoncé. On t'a demandé de faire tout l'alphabet et à la fin que l'alphabet soit un backslash n. Et ben, c'est ce qui a été demandé. Tu vois, si t'as pas mis le backslash n à la fin, bah, c'est zéro. Ah ouais, en fait, attends, mais ça veut dire 42, tout leur truc, c'est un CI qui est fait à la fin. Alors, au début, ouais, pendant toute la piscine, et en fait, admettons, t'es 8 exercices dans la journée. On va dire, je sais pas, chaque exercice, on va dire, apporte 20 points. Si tu veux avoir la totalité des points, ça veut dire que l'exercice 1 doit être parfait, l'exercice 2 doit être parfait, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8, parfait. Si ton deuxième exercice, il fait pas ce qui est attendu, ton taux de points, bah, du coup, ce sera que 20, puisque le deuxième, il a pas marché. Tu vois? Hmm. Et ce qui t'oblige à absolument Une grande rigueur. tout checker. Ouais. Ouais. Et tu as des fonctions comme ça où, donc après, quand tu es sélectionné dans l'école, tu as un des projets qui s'appelle FTLS, je crois. Enfin, tu as plein de projets. Tu dois refaire un shell, tu dois refaire LS, etc. Tu as des tests unitaires. En fait, tu pousses ton code. Et en fait, bah là, ta note, ce sera des tests unitaires qui ont été faits. Et en fait, tu peux avoir zéro juste parce que ton programme, il a planté, quoi. Et donc, du coup, vraiment, dans l'école, tu as une communauté où les étudiants, ils font des tests ensemble pour que, bah, en fait, gagner du temps, quoi. Hmm. À 42, tu as des examens. Pour aller en stage, il fallait que tu passes au niveau 7. Et pour arriver au niveau 7, tu as 5 examens à faire. Et en fait, c'est le même principe, les examens. C'est que je crois que tu as 5 niveaux. À 5 niveaux, tu peux avoir 20 points. Il faut avoir 80. Donc, ça veut dire qu'au niveau 1, tu peux espérer, je sais plus si c'est 20 ou 25 points, mais au niveau 1, on va te demander un truc assez simple. Mais tout doit être bien linté. Donc, à 42, il y a un truc qui s'appelle la norme. Et tu as une commande qui s'appelle Norminette, qui, en gros, chaque fichier doit avoir le bon header, pas plus de 5 fonctions par fichier, pas plus de 25 lignes par fonction, etc., etc., pas plus de 80 caractères par ligne. Donc ce que tu vas faire pour l'exercice, ça va être à la fois conforme à la norme, sinon c'est zéro, et à la fois conforme au niveau du CI. Et en fait, tu as le droit qu'à un seul test. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, tu vas committer, et en fait, au moment où tu commits, là, ils te disent, c'est bon, c'est parti. Ouais, ou Et là, tu sinon. fais, hop, c'est parti, là, ça mouline, et tu attends peut-être 30 secondes, et en fait, là, soit c'est vert et tu passes à l'exercice 2, soit ça fail. Et en fait, tu es obligé de retry l'exercice 1, mais du coup, l'énoncé a changé, c'est un autre énoncé. Donc, ça te fait perdre beaucoup de temps, parce que c'est un autre exo qui t'est demandé, et tu vas perdre, au lieu de passer de, on va dire, 25 points, ça va être 15 points. Du coup, si tu te replantes après, ça va être 10 points, si tu te replantes, c'est 5 points. Et du coup, tu pourras... Ouais, j'aime bien cette philosophie parce que
En fait, ça te permet tu dois faire très attention et être rigoureux Et très rigoureux. et surtout accepter de passer 10 minutes sur un projet pour le faire bien plutôt que de le faire en 2 secondes, en 1 minute ou en 2 Mm. minutes et après de devoir faire étalement et de perdre du temps. Et Et c'est je un pense, truc ouais, et ça, dézingué. ça forme en fait, parce que c'est vrai qu'un des conseils que je me serais donné plus jeune, c'est que la vie c'est du long terme et que malheureusement, on a tendance à être très impatient et à vouloir que tout fonctionne très vite et à Ouais. chercher toujours l'outil qui va nous faire aller plus vite. Mais il y a quand même tout un mindset à avoir quand on fait du SaaS ou même n'importe quel projet qui est que, ok, il faut aller vite, mais il faut quand même que ça fonctionne sur le long terme. Mhm. Et du coup, il faut accepter de perdre du temps au début en mettant en place de la rigueur, en architecturant Mm. correctement les choses de manière à pouvoir accepter. Ça Euh, ne te pète pas la tronche en fait Ouais, mais dans j'étais 6 mois quoi. surpris, Crisp, enfin, le premier truc qu'on a fait, c'est définir un contrat on est parti tout de suite en microservice et définir un contrat d'interface entre nos services, une librairie commune, etc. Et j'étais surpris à quel point des projets, on n'y a pas touché du tout depuis 2015, quoi. Mm. Ah ouais. Et c'est toujours à jour et ça fonctionne et ça en a vu passer du monde quoi. Donc Ouais. ouais, intéressant. Euh, Moi le CI je le vois maintenant que tu le penses c'est très intéressant. Donc une partie linter, une partie test. Après chacun verra midi à sa porte en fonction du degré de granularité qu'il voudra tester. Une partie end-to-end. Ce que je suis en train de mettre en place d'ailleurs avec Cypress. On va tester beaucoup plus d'interfaces. Et après, derrière, toute une partie déploiement où on va déployer sur un serveur en Ouais. fonction de Bah, si ça un passe, truc quoi. qui me fait un peu peur, moi, c'est, je sais que de plus en plus de SaaS aujourd'hui ou de dev utilisent du Function as a Service. Ouais, Et en fait, le truc, c'est que tu vas mettre tes fonctions dans un truc qui est purement cloud, mais tu vas pas pouvoir enfin, tester, à mon avis, autant que tu veux. Tu vois, t'as pas quand même un environnement qui est hyper applicable. ah, ça, c'est un sujet que je veux bien aborder parce que je me pose plein de questions sur ça. Tu as de l'expérience sur les fonctions as a service? Parce que moi, Alors moi, à j'ai vraiment l'époque, j'ai un avis utilisé très positif. Firebase, qui était du Server as a Ouais, Service. Donc ça, ça s'est mal passé. au début, ça allait. Après, en fait, il y avait des problèmes de perf. Puis ça peut coûter très vite, très très cher. Moi, j'aime bien en fait que le code que tu as en prod, en fait, tu peux l'exécuter chez toi, c'est ton code. Et même les bases de données, je déteste le principe des bases de données d'Amazon où en fait, ouais, mais c'est un peu comme du MySQL, mais c'est pas MySQL, c'est plus scalable, tu vois. Ouais, mais pourquoi j'aurais pas un MySQL, tu vois? Tu sais, c'est un peu comme PG, un peu comme Mongo. Mais non, mais c'est, je peux pas l'installer chez Ouais, moi, en tu fait, parles je suis juste des. obligé de consommer votre API pour faire ça, tu vois. C'est. Ce que je n'aime pas cette philosophie. Personnellement, ma seule approche avec du Function as a Service, c'est avec les Cloudflare, je sais plus Function. quoi, Ouais. Workers, ou pour le coup, maintenant, c'est utilisé vraiment comme, parfois comme des DB ou comme du Cloud Function. Moi, ma seule approche avec ça, c'est un script que j'ai développé une fois qui nous permet, en cas de surcharge de l'infra, on peut activer une Cloudflare Function qui va rewrite en live tous les headers HTTP de nos apps sans avoir à restarter nos reverse proxy. Pourquoi? Parce qu'en fait, admettons qu'on ait une grave panne qui implique un ralentissement des services. Ça va rewrite un petit header HTTP. Et en fait, tous nos clients vont, du coup, quand ils vont consommer les API, quand ils vont consommer notre app, vont se prendre ce header-là. Et en fait, l'app, naturellement, elle va se brider dans son fonctionnement. Mm. Et en fait, on a défini des fonctions enfin des fonctionnalités qui sont considérées comme pas très importantes. Par exemple, chez nous, on a un truc qui s'appelle Magic Type qui permet de voir en live ce que ton client il est en train d'écrire. Bah, c'est nice to have, mais c'est pas un must have, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, tout ce qui est les typing indicators dans du chat, les systèmes de présence, est-ce que la personne elle est en ligne ou hors ligne. Ça, on peut s'autoriser de se dire que c'est pas, enfin, quand t'as un truc tout de suite maintenant, une panne, c'est pas très grave, tu vois. Ouais. Moi, j'ai un avis un peu différent sur les Cloud Functions. Je pense que c'est comme tout, c'est pas adapté à tous les types de projets. Mhm. Et par exemple, moi, tout ce qui est base de données déportée dans le cloud, il est hors de question que j'utilise ça parce que je gère des terabytes de Mhm. data. Donc, en fait, ça va me coûter un os d'utiliser ça. Donc, je suis obligé d'installer sur un serveur une base de données et puis de travailler dessus ou un Elasticsearch. Sinon, ça va me coûter des milliers d'euros au mois. Par contre, sur certains types de projets, je pense que ça peut permettre de gagner du temps quand on sait qu'on va pas être amené à avoir beaucoup de data, de mettre ça quelque part. Par contre, l'avantage, c'est que tu n'as plus de DevOps à faire. Et c'est pareil un peu sur les Cloud Functions.
J'ai pas assez d'expérience pour parler. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait trouver des experts sur ça. Je sais que Jocelyn, qui a monté un SaaS, il utilise énormément ça. Il a tout déporté sur les Google Fonctions. Ok. Le seul problème de ça, c'est qu'effectivement, c'est une grosse migration quand tu veux passer d'un monolithe là-dessus, quoi. Philosophiquement, en fait, le truc, c'est que ils vont t'obliger à faire des changements à un moment. C'est une techno que tu maîtrises pas bien, quoi. Ah, tu as par contre, en termes on va dire de liberté, ouais, tu peux à tout moment devoir très vite allumer les warnings. Attends, faut qu'on change tout parce qu'il y a un truc à changer, etc. Ouais. Mais bon. Et il y a des sécurités quand même sur ces services-là maintenant pour éviter que tu payes trop et que tu aies une boucle infinie. Par contre, tu es très sujet aux attaques, hein. C'est-à-dire que si tu as un client qui veut te faire augmenter ta facture, en général, c'est pas très compliqué Ouais. de te faire bombarder, quoi, hein. Ouais, c'est une forme de déni de service par l'argent. Ouais, exactement. Et qui est plus douloureux d'ailleurs, je pense. Ouais, pas très agréable. Mm. Nous, on utilise du Zapier, notamment avec Antoine en marketing, où en fait, bah, tu sais, il y a des trucs qui n'ont pas forcément de valeur, qui vont être compliqués ou lents de me foutre dans le corps de l'infra. Là, de se dire, bon, en fait, on a besoin d'exécuter quelques petites tâches qui vont Ah oui, synchroniser ouais. une donnée, par exemple, entre Google Ads et un système de métriques, etc. Bon, bah, il n'y a pas de problème comme ça, on peut itérer, tu vois. Mm. Intéressant. Donc on peut voir Zapier justement comme des cloud functions qu'on C'est utilise, mais l'ancêtre, pour moi, ouais, même, ça c'est va. même la vision même des Cloud Functions, en fait. Mm. Carrément, intéressant. Je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais aborder, des trucs intéressants que tu as appris cet été ou. Ah, pour moi, enfin, mon truc cet été, c'est ma changement de vision sur comment l'IA peut nous aider à coder. Et enfin, ça Ouais. rejoint notamment le principe du CI. Je pense pas que bah, justement Valérian, qui est pas là aujourd'hui, il lui arrivait il y a 1 ou 2 mois un bug sur du Rust. Je me souviens, on était dans le même bureau, il était en train de grogner. Oh, je fais chier. Ce qui il n'arrivait pas à résoudre un bug en Rust. Enfin, tu vois, Ouais. le Rust est fortement typé. Il était en train de migrer, je sais plus, un ORM il était en train de migrer un truc. Et bon, à un moment, je me suis dit, ah, hurrah, il a résolu son problème. Il passait du temps quand même, hein. Je me suis dit, bon, par curiosité, c'était quoi comme problème? Oh, mais c'est compliqué et tout. Est-ce que tu pourrais pas me mettre le log que tu as eu au début? On va Ouais. voir. Je mets ça Dans dans ChatGPT. GPT. Je copie-colle le truc. C'était pas ça le problème et la solution? Et c'était ça. Ouais, bam, strike. Ça veut dire qu'il a perdu du temps. Et ça c'est pour ça, tu vois, que il faut être très méfiant envers quand on a quand on a un peu de la bouteille, des fois, on a tendance à être un peu arrogant et à dire, ouais, j'utilise pas toujours, c'est des shiny objects, tu vois. Alors qu'en Qu'est-ce que fait, t'appelles les shiny? Ah oui, ok. et du coup, en fait, dire, ouais, moi, je le fais comme ça, etc. Et Alors je j'ai pas pense besoin de qu'il ça. faut pas qu'on perde la maîtrise, faut pas qu'on perde la maîtrise, l'intelligence, Ouais, notre métier. En fait, moi, personnellement, je considère ça comme un stagiaire qui est très capable, qui peut faire des erreurs, qui est parfois même un peu con, mais qui fait ce qu'on lui demande, tu vois. ouais, qui est surtout une connaissance de malade, quoi. Et il fait ce qu'on lui demande. Mm. Et qu'en fait, tu lui demandes un truc, il le fait. Il va essayer. Alors peut-être que ceux qui disent ouais, mais c'est du code qui compile pas, c'est faux. Ça a beaucoup changé, par exemple, entre la version gratuite de ChatGPT et la version payante. C'est quand même très Ah différent. ouais, tu trouves? Ah oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. D'accord. Parce que moi, j'ai pas vu encore de subtilité. Alors, c'est peut-être parce que c'est facile ce que je lui demande, mais Ah non, vraiment, ouais. 3.5 ça versus n'a. 4, ouais, c'est le monde à l'envers, c'est deux mondes, quoi. Ouais, ouais, pour vraiment des tâches complexes, D'accord, bon à c'est savoir, comme ok. très très différent. Il fait beaucoup moins d'erreurs. Ah, enfin, franchement, pour Ouais. la quantité de trucs que je lui demande, la valeur que ça m'apporte, je sais pas combien c'est, 20 balles par mois? Même pas, ouais, je crois. Moi, bah, franchement, quand tu vois le temps que tu gagnes, genre, c'est. Il y a pas de doute. J'avais bien aimé ce que tu avais dit d'ailleurs dans le dernier épisode que tu- Dis-moi, j'ai peut-être oublié. non, mais c'était qu'en gros, l'État français voulait faire un chat GPT, enfin l'Union européenne, mais en fait, il l'avait déjà parce que tout était open source. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, tu as tellement de choses aujourd'hui que tu peux faire maintenant. Ouais, bah en plus, surtout que maintenant que t'as Facebook qui a fait Lama 2, t'as un Bulgare qui a fait un truc qui est génial qui s'appelle Lama, enfin GGML, où en fait il a trouvé un moyen pour compresser de manière très efficace des réseaux de neurones pour que ça tourne sur des CPU et maintenant des GPU. Et donc en fait, tu peux tourner sur un Mac architecture M1 Ouais. des modèles de langage D'ailleurs, et faire des très bonnes tâches avec. Peut-être pas du code, mais tu peux faire beaucoup de choses tu avec. utilises pas toi GitHub Copilot?
Alors, Parce que tu me parles tout le temps de heu, ChatGPT, mais en fait, je pense qu'il y a plein de trucs qui marcheraient il avec existe Copilot. GitHub Copilot, je trouve qu'il est bon pour faire de l'autocomplétion, Ouais, mais en fait, moi, ce que je veux en fait, déjà, c'est assez lent, je trouve, Copilot. Le temps que la requête, elle s'exécute, en fait, parfois, c'est juste plus rapide de taper, d'avoir faut un une bonne bon connexion. linter, et cetera. En fait, tu plus vite d'écrire ton truc, plus il est capable de faire qu'une ligne ou genre les 3 lignes suivantes, et cetera. Moi, je trouve ça plus rapide de demander à ChatGPT exactement ce que je veux et il va me le faire. Par contre, ils ont sorti un nouveau truc le mois dernier qui s'appelle GitHub Copilot X. X Exactement. en bêta. Et du coup, c'est en bêta, ouais, et t'as une sorte de ChatGPT intégré directement dans le, Dans ton code. dans ton code, dans ton éditeur en Oui, fait, hein. moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins j'ai la maîtrise et parfois je pensais à juste de manière inspirationnelle, tu vois? Comment on aurait pu faire? Ce serait quoi la solution pour faire ça? Par exemple, bah, nous, dans notre migration là avec, des JS docs, tu vois, j'ai telle erreur, mais je voudrais faire ça comme ça. Quelle nomenclature je pourrais utiliser pour que ça marche? Et ben, elle va dire: «Ah bah, je pense qu'il faudrait réécrire ça comme ça». Hop, tu copies-colles, tu testes et «Ah oui, mais là j'ai ça comme erreur». Hop et tu le feedback et en fait, à un moment, tu arrives à la solution. Et moi, j'avoue que, bah, la solution du typage, enfin, c'est pas du typage faible par endroit, typage fort par endroit, avec à base de JS Docs qu'on avait déjà, bah, c'est très convenable comme solution et j'avoue que ChatGPT nous a été hyper utile pour, Ouais, écrire toutes ces règles. C'est comme si on avait une équipe, peut-être pas de DevOps en tout cas, mais, comment ça s'appelle, les équipes de tooling interne dans les boîtes? les QA, les Quality Non, non, Assurance, non, non, assurance non, c'est qualité. un autre nom, il y a des boîtes comme ça qui maintenant ont des teams de dev qui servent aux devs. Enfin, pour le tooling pour les autres devs. Bah, nous, c'est comme si on avait une équipe en interne, Hmm. mais en fait qui est faite par de l'IA, quoi. Et vraiment, enfin, tous les devs qui sont un peu réfractaires à ça, enfin, vraiment, ça peut être très utile. Et tu vois, quand Ah, moi, ok, je fais des erreurs. c'est Mea must culpa, have. je fais des erreurs dans mon code, mais au moins, j'ai pu écrire des règles qui, enfin, tu vois, des erreurs de style notamment, OK, il y a un espace en trop, il y a une petite faute d'orthographe à tel endroit. Au moins, on peut définir des règles qui check ça tout le temps à ta place, quoi. D'ailleurs, je vais même faire une aparté sur un truc, et on peut terminer sur ça si tu veux. Ouais? C'est que, en gros, j'ai formé ma femme du coup en code, Oui. et ça a été une bonne expérience parce que je me suis aussi rendu compte que c'était former quelqu'un, ça demande beaucoup de, c'est un processus qui est long en fait, qui prend du Ouais. temps, surtout quand on part de zéro. Et il y a eu un moment qui a été assez exceptionnel, c'est que on me posait des questions des fois sur certains Mmh. sujets. Et à un moment, à partir du moment où ChatGPT est arrivé, je sais plus, c'était au mois de, il y a maintenant presque un Décembre, an, ouais, début décembre. et ben en fait, elle me posait plus de questions. Et je me demandais pourquoi. Je me disais, tiens, c'est marrant, elle me pose moins de questions. Et c'était elle posait beaucoup plus de questions à ChatGPT. Et si tu veux apprendre à quelqu'un à coder plus vite et à lui donner une sorte d'agilité, en fait, plutôt que de lui dire lis ça, il faut vraiment lui dire, faut lui apprendre à utiliser ChatGPT pour le code Ouais. et mettre GitHub Copilot dans ses pattes. Parce qu'en fait, il va apprendre tellement de choses par suggestion. Parce que nous, ça nous paraît, il y a des trucs où on est habitué en fait à avoir, Mmh. mais en fait, un débutant, je trouve que c'est un outil de ouf pour apprendre à coder rapidement. Mais même, je trouve, quand tu es expérimenté, moi, franchement, j'ai commencé à coder il y a longtemps. J'ai pu apprendre le Python beaucoup plus vite. Enfin, juste et puis, en fait, si tu es juste de nature curieuse, tu peux savoir enfin, beaucoup de trucs, en fait. Ouais, ouais. C'est fantastique. Tu peux vraiment aller creuser le fond des choses. Exactement. Bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec le setup, tu vois? Là, enfin, je connaissais rien, moi, tout ce qui était câble. Je savais même pas c'était quoi un câble XLR. En fait, j'ai posé une série de questions et à la fin, il me dit: «OK, bah, tu prends ça, ça, ça et ça», et je lui demandais: «Mais c'est quoi un câble XLR? C'est quoi, ça sert à quoi une carte son? Pourquoi je peux pas directement brancher sur l'ordinateur? Quelles sont les failles, dans ce type de système?» Et en fait, par conversation, tu apprends, mais tellement plus vite quand tu apprends dans Google. Moi, par exemple, il y a pas longtemps, je me suis intéressé au processing du signal. Je suis musicien à côté. Mmh. Et un truc qui m'intéressait, c'est que j'ai une pédale d'effet chez moi qui s'appelle une pédale Whammy, où en fait, tu appuies sur la pédale et en fait, ça va monter d'un octave ou 2 octaves, donc ça a fait un «oui», enfin, tu Mmh. vois, ça monte la tonalité du son. J'étais curieux de se dire: «Comment je pourrais logiciellement refaire le même effet?» Et du coup, bah, il m'a expliqué, bah, il y a plusieurs implémentations, d'algorithmes, tu le décodage de phase, tu un algorithme qui s'appelle le SOLA, le PSOLA, et cetera. Et en fait, il m'a fait l'implémentation des algorithmes en C. J'ai pu compiler les algos, mettre un MP3 en input et en fait, tu vois ce qui se passe?
Après, j'ai pu faire des séquences un peu comme un arpégiator, enfin, Mmh. tu sais, un peu à la Daft Punk, des effets un peu vocodeurs. Ouais. Hop, je mets les outputs et en fait, après, avec des systèmes de décoding de signal, je lui dis, mais ok, mais quand tu changes l'octave, j'entends un petit glitch. Il me dit, ah, ça, c'est un problème connu, c'est que, hop, on pourrait faire ce qu'on appelle une fonction de Hamming. Et en fait, quand l'octave, elle change, pendant un tout petit laps de temps, on va fortement réduire le gain de l'audio. C'est ChatGPT qui te dit ça, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Enfin, qui m'a fait le code. En fait, moi, j'ai pas écrit le code. Je lui ai seulement donné des feedbacks sur ce que j'entendais. Tu vois? Ouais, c'est assez bluffant quand même, hein. C'est-à-dire que comme lui, c'est pas, enfin, il n'a pas de compréhension visuelle, pas de compréhension sonore, mais je pense, enfin, il a été traîné sur des bouquins, sur des, bah, il connaît les implémentations de ces algorithmes-là. Moi, du coup, j'écoutais le son et je lui disais, mais là, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème de buffering, genre, c'est pas du tout dans le tempo que je voulais. Ok, je pense qu'on va essayer ça. Et en fait, à la fin, je t'assure, j'ai un algorithme qui fait la même chose que ma pédale d'effet. Et enfin, j'ai fait ça en une demi-heure, une heure. Enfin, Ouais, et j'ai compris comment ça marchait grâce à ouais, bah, en ayant une conversation avec, avec ChatGPT, ouais. avec un robot. Moi, c'est vrai que c'est peut-être même ce que je retiens de cet épisode, c'est à quel point les systèmes d'AI, en fait, ils ont créé une autre manière, en fait, enfin, ils ont créé une manière supplémentaire de Hmm. créer des choses. Et il y a beaucoup de disciplines à avoir sur ça et d'ouverture d'esprit, à se forcer à regarder des vidéos sur voir comment les gens utilisent, etc. Il y a toujours ces structures Même, de. tu vois, c'est pas mal d'avoir des tests, que ce soit en linting, des tests fonctionnels, pour qu'une IA qui va coder puisse se feedbacker elle-même, savoir Ouais. ce qui ne va pas. Tu vois? D'ailleurs, même Copilot pour écrire des tests, c'est must-have, hein. Ouais. Genre, c'est incroyable, hein, le truc, il te pense même des tests. Des fois, il t'auto-complete des tests. Genre, sur, tiens, t'as oublié celui-là, en fait. Et, enfin, il va te suggérer un test que t'avais pas pensé. Ouais. Et ça gagne. Des fois, tu fais Bah, juste par tab, 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 exemple, tab. un truc que chez nous, j'aimerais bien passer en IA, ou peut-être utiliser l'IA pour modifier ce système-là, c'est qu'on a une librairie, donc Crisp, on fait du chat, mais pas que du chat, on peut aussi lire des mails, tu vois, genre, Mm. tu utilises Crisp en mode boîte mail. Et en fait, un des problèmes de ça, c'est qu'il n'y a pas de standard dans le mail pour définir ce que c'est qu'une signature. Et donc, tu vois, Ah parfois, il y oui. a des send from my iPhone, mais ça existe aussi en français, envoyé de mon iPhone, envoyé de ma boîte mail Orange. Parfois, il y a des pensées à la planète, n'imprimez Mm. pas ce mail. Enfin, t'as plein de formats de signatures différents avec des splitters de signatures différents. On a forqué une lib qui avait été faite à l'époque en Ruby par GitHub ou en Python, enfin je sais plus. En tout cas, on a repris la même implémentation de lib, parce que tu sais, quand tu as une issue GitHub, tu peux répondre à l'issue par mail et ça rentre dans l'issue. Mm. Voilà. En fait, on a repris ce même principe-là pour Crisp, mais en implémentant beaucoup plus de tests dedans, beaucoup plus de formats de signature. Aujourd'hui, on a un système qui est quasi parfait, qui est très utilisé d'ailleurs. Mais en fait, je me disais, ouais, on pourrait utiliser ChatGPT pour, dans nos tests, définir encore plus de tests de signature, et du coup, encore plus de tests de parsing de regex, etc. Et le futur, en fait, à mon avis, de ça, et c'est ce que je sais que Google utilise déjà ça, c'est utiliser de l'IA pour faire, en fait, quand tu reçois un mail, définir ce que c'est que la zone utile du mail. Parce qu'en fait, à coup de regex, on s'en sortira jamais. Il y aura toujours un cas qui marchera pas. Mm. Alors qu'en fait, avec de l'IA, tu pourrais naturellement reconnaître, avec une IA assez simple, hein, reconnaître quelle est la zone utile. Et toi, c'est pareil. Enfin, je sais que tu as des scrappers où tu dois définir quels sont bah, dans une page que tu scrapes, enfin, je sais pas, Où est le quel est siret, par exemple? Où est oui, le le. LinkedIn, Ouais. mais parfois, tu vois, le siret, ils vont mettre des points, des tirets, des choses comme ça. Et ben là, en fait, tu pourrais faire une IA qui reconnaît vraiment à quoi ça ressemble un siret, tu vois. Ouais, ouais. Et ça rabat en fait, ça rabat les Pas que. cartes, hein. Tu peux faire tu peux faire un SaaS sur un truc qui Hmm. utilise juste avec l'IA. Donc, ouais, je sais pas si t'as. Bon, on a un peu bifurqué Ouais. du CI/CD. Non, mais ça. On retrouvera les liens, en tout cas, on Ouais, les et puis on mettra en mettra ça en commentaire. commentaire. Donc, ouais, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Normalement, le son devrait être mieux que le dernier Ouais, épisode. On verra il y a des bien nouvelles au montage. caméras, nouveaux sons. Bon, la On- prochaine fois, il y aura 2 micros comme ça. ouais, on verra C'est un comment on va micro faire. temporaire, là. Et puis, de toute façon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en Exactement. sassant qu'on devient sas makers. Ça, Allez, exactement. à bientôt. Allez, bon sas. Salut.